Alors, le bonheur comme un effet de la quête de sens. Victor Frankl a beaucoup travaillé toutes ces questions de frustration, notamment en matière sexuelle, mais aussi en matière de succès. Quand on veut arriver quelque part et on fait de l'hyper-focalisation, n'est-ce pas? Eh bien, on a tendance à frustrer cette quête de bonheur, quelque part. Quand on va chez Payot et on voit le rayon développement personnel, on a des tas de livres sur comment être heureux. La quête du bonheur, d'accord, en 15 jours, en 15 leçons, d'accord, et on a des recettes, quelque part, pour être heureux. Et il y a comme une espèce de diktat. Soyez heureux. Et Victor Frankl dit, ça ne peut être qu'un ricochet, le bonheur. Ce qu'il dit, c'est que trouver une raison d'être heureux, trouver une raison qui donne du sens à votre vie, et vous serez heureux. Mais chercher le bonheur pour le bonheur, évidemment, c'est quelque chose qui peut être frustrant. Ce cher Victor Frankl, comme j'ai honte de le présenter en une seule slide et en quelques petits mots, parce qu'il faut vraiment lire sa biographie. Vous voyez qu'il est né en 1905, il est mort en 1997, il a donc traversé le XXe siècle, et c'est le deuxième fils d'une famille de 3 enfants, dans une famille juive. Ses parents étaient donc pratiquants, pas très orthodoxes. Frankl a toujours gardé un fond de spiritualité juive. Il a 5-6 ans, et il dit à son père et sa mère, pourquoi, quel sens ça a de vivre si de toute façon on va mourir? C'est quand même une précocité incroyable. Et très tôt, il s'intéresse à la psychologie et à la psychanalyse. Il faut savoir qu'à Vienne, dans ces années-là, il y avait ce fameux précurseur de la psychologie et de la psychanalyse, qui était Freud, et avec lequel il entretenait une relation épistolaire, et puis il le voyait. Freud a même publié un de ses articles qu'il écrit à 16 ans, dans la Revue internationale de psychanalyse, et il fréquente aussi Alfred Adler, qui est un petit peu moins connu peut-être, mais si je vous dis complexe d'infériorité et complexe de supériorité, tout à coup on sait ce que c'est, n'est-ce pas? Et Alfred Adler était un disciple de Sigmund Freud. Alors il faut savoir qu'à l'époque, quand on n'était pas d'accord avec Freud avait tendance à éjecté, et donc Adler n'était pas d'accord avec les théories un peu réductionnistes, selon lui, de Freud, qui était basées sur le plaisir uniquement, et Adler développe plutôt une théorie basée sur le pouvoir. Et évidemment, Victor Frankl est ami de Freud, ami d'Adler, il les fréquente, et évidemment il a été aussi gentiment mis dehors de ces deux associations, et il a créé sa propre école de thérapie. Une des particularités très importantes chez Victor Frankl, c'est qu'il a allié philosophie et psychologie. Médecine, psychiatrie, neurologie, psychologie, psychanalyse et surtout philosophie. Et il s'est basé sur cela, c'est pour ça qu'on l'appelle analyse existentielle, sur un certain nombre de philosophes qu'on connaît, au moins de nom, Heidegger, qui a beaucoup travaillé cette question existentielle, et un peu moins Scheller, qui est un des pères de la réflexion sur la philosophie des valeurs. Il fait ses études de médecine, assez jeune, il a des responsabilités dans des cliniques, il travaille notamment de façon bénévole en Autriche, mais aussi en Allemagne, dans les pays limitrophes, avec des jeunes gens qui dépriment, se suicident juste après la Première Guerre mondiale. Il y a peu de travail, les gens déprimaient, et il va pratiquer déjà ses premières thérapies qu'il va déjà conceptualiser en 1926. Contrairement à ce que disent un certain nombre de livres, Victor Frankl n'invente pas la logothérapie après les camps de concentration, mais bien avant les camps de concentration. Il a donc une pratique très étendue en thérapie et il lui arrive un événement. Il faut savoir qu'il aurait pu éviter cet événement.
il avait reçu un visa pour les États-Unis. Et il n'a pas voulu accepter ce visa par solidarité avec ses parents, parce qu'il savait plus ou moins ce qu'ils allaient endurer, et il a décidé de rester alors qu'il aurait pu fuir. Il se marie et arrive ce qui arrive, évidemment. Il est d'abord déporté dans un ghetto et ensuite dans plusieurs camps de concentration. Et Frankl dira très tôt, en descendant du wagon, « Je ne pouvais pas choisir d'être prisonnier. J'étais prisonnier. Mais je pouvais choisir quel prisonnier j'allais être. Je pouvais choisir mon attitude. » Et il reprend cette phrase de Nietzsche qui dit que celui qui a un pourquoi, une raison donc, peut supporter tous les comment, ou presque. Il reprend cela parce qu'il constate en tant que psychiatre qui est interné que la plupart de ses camarades qui avaient une raison de vivre, mais même minime, écrire un livre, retrouver sa famille, à faire une conférence, retrouver son quartier, quelque chose, avait tendance à supporter mieux tout ce qu'on peut s'imaginer qui se passe dans un camp de concentration. Mais encore une fois, lisez Frankl. C'est époustouflant la manière dont il a vécu cela et dont il raconte. Et en sortant du camp de concentration, ne croyez pas que Viktor Frankl a fait un grand bond de joie en disant que voilà, maintenant je suis un grand résilient et tout va aller bien. Il passe par une période de dépression très importante. L'idée du suicide, même dans certaines de ses correspondances, traverse son esprit parce que sa femme meurt, son père, sa mère, son frère, une de ses sœurs arrive à quitter l'Autriche pour le Canada, mais il n'a plus de profession, il n'a plus de statut social, il n'a plus de famille, n'est-ce pas? Et il se demande à quoi bon vivre. Et c'est là, au cœur de la souffrance, qu'en 3 semaines, il écrit un livre comme un témoignage qui, aujourd'hui encore, est dans toutes les librairies quelque part. Il faut savoir que ce petit livre, il ne voulait même pas le publier à son nom propre. D'accord ? Et aujourd'hui, il a été édité à plus de 9 millions ou 10 millions d'exemplaires. Et il dit, c'est fou quand même. Tous les autres, les 40 autres, j'ai pas tellement fait de tirage, mais le seul que je ne voulais pas publier en mon nom, c'est celui qui a touché le plus de gens. Pour la bonne et simple raison que, à ce moment-là, Frankl témoigne de ce qui est encore possible lorsque l'on souffre.